RDC, les secrets de la rencontre Tshisekedi-Kagame à Doha, au Qatar. Voilà, nous venons de l'apprendre à l'instant. Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont en tête-à-tête. Ils s'entretiennent en tête-à-tête plutôt sous la médiation de l'émir du Qatar. Les deux chefs d'État se sont résolus de régler ce conflit et accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions à Doha pour établir des bases solides pour une paix durable dans la partie est de la République. Dans les somptueux palais de Doha, sous les regards discrets de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, deux figures majeures de l'Afrique centrale se sont croisées. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, RDC, et Paul Kagame, son homologue rwandais. Une rencontre qui, à première vue, pourrait sembler anodine, presque routinière dans le ballet diplomatique mondial. Mais ne vous y trompez pas, derrière les tapis rouges et les salutations protocolaires se cache une vérité bien plus sombre. Que s'est-il vraiment passé lors de ce sommet secret? Quelles promesses ont été échangées loin des oreilles du peuple congolais? Alors que l'Est de la RDC continue de sombrer dans le chaos, cette réunion soulève des questions brûlantes. Trahison, concession territoriale ou simple jeu de dupes. Plongeons dans les méandres de cette intrigue qui pourrait redessiner l'avenir d'une nation. Le choix de Doha comme lieu de rencontre n'est pas anodin. Le Qatar, petit État du Golfe aux ambitions géopolitiques démesurées, s'est imposé ces dernières années comme un médiateur incontournable dans les crises internationales. De la paix entre talibans et Américains à la réconciliation dans la Corne de l'Afrique, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani a su faire de son pays un carrefour diplomatique discret mais influent. Pourquoi alors avoir choisi ce théâtre éloigné pour réunir Tshisekedi et Kagame? La réponse est simple, l'opacité. Loin des regards indiscrets des médias congolais ou rwandais, loin des manifestations populaires qui auraient pu éclater à Kinshasa ou Goma, Doha offre un écrin parfait pour des négociations dont les détails restent, à ce jour, soigneusement tus. Le communiqué officiel, vague et laconique, évoque une volonté de apaiser les tensions dans l'est de la RDC, où le groupe rebelle M23, soutenu par des preuves accablantes impliquant le Rwanda, continue de semer la terreur. Mais cette explication sonne creux. Pourquoi une médiation qatarienne alors que des processus comme les pourparlers de Luanda, sous l'égide de l'Union africaine, existent déjà? Pourquoi ce silence assourdissant de la part de Kinshasa où aucune conférence de presse n'a suivi l'événement? Les Congolais, habitués aux promesses creuses de leurs dirigeants, sentent l'odeur de la manipulation planer sur cette rencontre. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne sont pas des novices dans l'art des tractations secrètes. Depuis l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi en 2019, les deux hommes ont oscillé entre coopération de façade et hostilité larvée. Leur relation est un miroir des tensions historiques entre la RDC et le Rwanda, deux voisins au destin tragiquement entrelacé depuis le génocide rwandais de 1994 et les guerres qui ont suivi dans l'Est congolais. Kagame, accusé par Kinshasa et de nombreux rapports onusiens de soutenir des groupes armés comme le M23 pour maintenir son influence sur les riches terres minières du Kivu, n'a jamais caché son ambition de jouer un rôle dominant dans la région. Tshisekedi, quant à lui, jongle entre une rhétorique nationaliste et des compromis pragmatiques, souvent au détriment de ses propres citoyens. Cette rencontre à Doha n'est pas leur première tentative de dialogue. En 2019, peu après son investiture, Tshisekedi avait déjà tendu la main à Kagame lors d'un sommet à Kigali, promettant une coopération renforcée pour stabiliser la région. Mais les résultats ont été désastreux. Loin de s'apaiser, les violences dans l'Est ont redoublé,
alimentés par une méfiance mutuelle et des intérêts divergents. Aujourd'hui, en 2025, alors que le M23 contrôle des pans entiers du Nord Kivu et que les populations civiles fuient par milliers, cette nouvelle entrevue soulève une question cruciale. Que reste-t-il à négocier? Le peuple congolais, habitué aux désillusions, scrute cette rencontre avec une méfiance légitime. Que peut bien offrir Tshisekedi à Kagame pour justifier une telle discrétion? Plusieurs hypothèses, toutes plus inquiétantes les unes que les autres, circulent dans les rues de Kinshasa et les camps de déplacés de Goma. Premier, les Kivus, un sacrifice territorial. L'idée d'une balkanisation de l'Est de la RDC n'est pas nouvelle. Depuis des décennies, des observateurs et des activistes congolais dénoncent un plan orchestré par le Rwanda et ses alliés pour détacher les provinces du Kivu, riches en coltan, or et autres minerais stratégiques. Une partition, qu'elle soit officielle ou de facto, transformerait cette région en un protectorat rwandais, privant la RDC d'une partie essentielle de son territoire et de ses ressources. Les récents succès militaires du M23, qui occupent des villes comme Bunagana et Rutshuru, renforcent cette crainte. Tshisekedi a-t-il cédé à la pression internationale et qatarienne pour accepter un tel compromis? Si oui, ce serait un acte de haute trahison aux yeux de millions de Congolais. Deuxième, un cessez-le-feu avantageux pour le M23. Un cessez-le-feu pourrait sembler séduisant sur le papier. Moins de combats, moins de morts, une pause dans l'hémorragie humaine qui frappe l'Est. Mais dans la réalité, une trêve sans conditions claires profite toujours à celui qui tient le terrain. Le M23, fort de ses conquêtes, pourrait consolider ses positions, voire les légitimer sous le couvert d'un accord diplomatique. Pendant ce temps, les forces armées de la RDC, FARDC, désorganisées et sous-équipées, perdraient un momentum déjà fragile. Un tel scénario rappellerait l'accord de 2013 avec le M23, qui avait permis au groupe de se réarmer avant de reprendre les hostilités. Troisième, le désarmement des résistants congolais. Une autre hypothèse terrifiante plane. Tshisekedi pourrait avoir promis de démobiliser les groupes armés locaux, comme celui dirigé par le général Yakutumba, figure emblématique de la résistance contre l'influence rwandaise. Ces milices, bien que controversées, constituent souvent le dernier rempart des communautés face aux incursions du M23 et des forces rwandaises de défense, RDF. Les désarmer sans garantir la sécurité des populations reviendrait à livrer les Kivus pieds et poings liés à Kagame. Une telle décision serait perçue comme une capitulation totale, un abandon des idéaux patriotiques que Tshisekedi avait promis de défendre. Pour comprendre les enjeux de cette rencontre, il suffit de se tourner vers le passé. L'histoire des relations entre la RDC et le Rwanda est une litanie de promesses brisées et de compromis désastreux. 2012, la chute de Goma. En novembre 2012, le M23, alors à son apogée, s'emparait de Goma, la capitale du Nord Kivu, sous les yeux impuissants de l'armée congolaise et de la mission de l'ONU, MONUSCO. La communauté internationale avait alors poussé Kinshasa à négocier avec les rebelles, aboutissant à un accord signé à Kampala. Mais ce texte, loin de résoudre la crise, avait offert une légitimité temporaire au M23, qui s'était retiré pour mieux se réorganiser. Quelques années plus tard, le groupe revenait, plus puissant et mieux armé. 2009, l'opération Umoja Wetu. Sous la présidence de Joseph Kabila, la RDC et le Rwanda lançaient une opération militaire conjointe baptisée Umoja Wetu, notre unité, pour traquer les rebelles Hutus des FDLR dans l'Est congolais. Officiellement, l'objectif
était de stabiliser la région. En réalité, cette collaboration avait permis aux troupes rwandaises de pénétrer profondément en territoire congolais, renforçant l'influence de Kigali sur les Kivus. Les minerais continuaient de couler vers le Rwanda, tandis que les Congolais restaient plongés dans la misère. Ces précédents dressent un tableau inquiétant. À chaque fois que Kinshasa s'est assis à la table des négociations avec Kagame, c'est le peuple congolais qui en a payé le prix. Tshisekedi, qui avait juré de rompre avec les erreurs de ses prédécesseurs, semble pourtant marcher dans leurs pas. Face à ce sombre tableau, une question se pose. Comment la RDC peut-elle encore éviter le pire? La réponse réside dans une stratégie à 3 volets, qui exige courage et détermination. Premier, soutenir les patriotes. Les généraux, comme Yakutumba, malgré leurs imperfections, incarnent une résistance farouche à l'invasion rwandaise. Abandonner ces combattants reviendrait à désarmer le pays face à ses ennemis. Au contraire, Kinshasa devrait les intégrer dans une stratégie nationale cohérente, leur offrant moyens et légitimité pour protéger les populations. Deuxième, une armée forte et indépendante. Les FARDC, minés par la corruption et le manque de ressources, ne peuvent plus se contenter de bricolage ou de l'appui timide de la MONUSCO. La RDC, avec ses richesses colossales, a les moyens de bâtir une armée digne de ce nom. Mais cela nécessite une volonté politique ferme, loin des compromissions actuelles. Troisième, une diplomatie offensive. Pourquoi Tshisekedi ne hausse-t-il pas le ton sur la scène internationale? Des sanctions contre le Rwanda, accusé à maintes reprises de soutenir le M23, pourraient changer la donne. Kinshasa doit cesser de jouer les victimes passives et exiger des comptes, notamment auprès des Nations Unies et de l'Union africaine. Cette rencontre à Doha n'est pas un simple rendez-vous diplomatique. Elle est un test décisif pour Félix Tshisekedi. Est-il encore le président du peuple congolais ou a-t-il déjà vendu son âme à des intérêts étrangers? Les signaux sont alarmants. Secrets, concessions possibles, absence de transparence. Pourtant, tout n'est pas perdu. Tant que des Congolais seront prêts à se lever pour défendre leurs terres, l'espoir subsistera. Mais le temps presse. La RDC est à un carrefour, résister ou capituler. Quel chemin choisira Tshisekedi? Vous le savez, les groupes armés M23 ont refusé de participer à des pourparlers de paix à Luanda, a fait volte-face, un refus qui révèle l'inféodation totale du mouvement au Rwanda. Seul l'intérêt de Kigali dicte le comportement. La succession des faits en est une illustration parfaite. C'est une chronique de la rédaction signée Edith Chala. Kinshasa aura finalement eu raison à toutes les étapes de la recherche des solutions à la crise créée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Le 18 mars à Luanda, les discussions directes entre la FCM 23 et le gouvernement de la RDC étaient annoncées par la médiation angolaise. C'était sans compter avec l'ombre du réel patron de la FCM 23, Paul Kagame. Alors que Kinshasa s'est décidé de les rencontrer, tout en sachant qu'ils n'ont aucune revendication sérieuse, la FCM 23 vient de consolider sa stature de pantin. Rien ne peut être fait sans l'aval du maître à Kigali. Ceux qui n'avaient pas cru le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il disait que le dialogue, c'est avec le Rwanda qu'il faut le mener, comprennent désormais clairement le problème. Comme si l'acceptation du dialogue direct était une prime au crime, la FCM 23 prétexte les sanctions infligées à certains Rwandais et quelques ténors du M23, dont Bertrand Bissimois, pour récaler les pourparlers de Luanda. Un leurre auquel seuls les naïfs peuvent accorder crédit. La seule raison du refus d'aller à Luanda pour la M23, c'est que le véritable patron n'y trouve pas son compte. Kagame a séché la rencontre du 15 décembre dernier à Luanda et il est en train d'en récolter les retombées. Ces poulains n'iront à Luanda que s'il en donne l'ordre, car à l'heure actuelle, l'étau semble se resserrer davantage sur le président rwandais. Lorsque la chute est brutale, l'on peut s'agripper même à une feuille morte. Paul est à présent isolé
L'avenir de l'AFCM 23 est le cadet de ses soucis. Sa survie le préoccupe plus que toute autre chose. Les pourparlers gouvernement congolais AFCM 23 sont renvoyés au calendrier grec. Sauf retournement inattendu de la situation, le médiateur doit se rendre à l'évidence. Les sanctions continuent de tomber pour le Rwanda. Les Rwandais devraient encore serrer leur ceinture davantage. Ils y sont contraints par Paul Kagame. Des sanctions qui continuent justement à isoler le pays de Paul Kagame. Une chronique de la rédaction d'Edi Chala. À la suite des sanctions des États-Unis d'Amérique contre James Kabarebe et Kanyuka, l'Union européenne vient de frapper fort. Et c'est le début de la douleur pour le Rwanda de Paul Kagame. À l'unanimité, les 27 pays membres de l'UE ont voté des sanctions contre 9 personnes, dont 5 Rwandais et 4 Congolais. Parmi elles, des officiers supérieurs et généraux de l'armée rwandaise. Le général Rukika Rusisi, alias Roki, commandant des forces spéciales de FRD, les forces rwandaises de défense, les généraux Pascal Moïsi et Eugène Kumbito, respectivement commandants de 2e et 3e division de FRD, sont également sur cette liste. Également sanctionné, Francis Kamanzi, directeur général de l'Office rwandais de mines, du pétrole et du gaz depuis février 2024. Il est considéré, de par ses fonctions, comme responsable de l'exploitation et du commerce illicite entretenu depuis les zones congolaises sous occupation de l'armée rwandaise. L'Union européenne a également sanctionné la raffinerie d'or de Gazabo, basée à Kigali, accusée de contribuer à l'exploitation illicite des minerais congolais. Des cadres du M23 ont été aussi sanctionnés par l'Union européenne. Il s'agit notamment de Bertrand Bissimois, chef du mouvement, ou encore Muzanga Bahati, qui a occupé les postes de chef des finances du M23 pendant plusieurs années. Quelles sanctions leur sont imposées? Ces personnes sont interdites de se rendre dans l'Union européenne et leurs avoirs ont été gelés. C'est peut-être ce qui explique les refus de ces mouvements de se rendre à Luanda pour les négociations directes avec le gouvernement de la RDC. Mais les observateurs avertis sollicitent plus de sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo.